Bonjour et bienvenue au Régional, votre source d'information locale dans la vallée du Richelieu. Cette semaine, nous recevons Pierre-Luc Briand, comédien et vice-président de l'Union des artistes. Nathalie Gélina, directrice générale du Relais pour la vie de Chambly. Magali Taillon, mairesse de McMasterville. Sandra Bolduc et Nathalie Grenier de l'organisme POSA. Sylvain Lafrenière, coordonnateur du regroupement des organismes en défense collective des droits. Finalement, Amélie Beauchesne et Valérie Morier de la coopérative d'aide à domicile Aide à tout. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur du Régional. Nous avons une grosse émission et ça commence maintenant. Voici un petit tour rapide de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Le sort de l'église Saint-Mathieu au cœur du Vieux-Belleuil demeure incertain. La ville de Belleuil a toutefois accordé un contrat de 98 000 $ à l'entreprise Protec Construction pour analyser les travaux nécessaires afin de rendre le bâtiment sécuritaire, fonctionnel et conforme aux normes. L'étude doit aussi évaluer les adaptations requises pour transformer l'église en salle multifonctionnelle à vocation communautaire. Les résultats sont attendus d'ici le début avril. Rappelons qu'un précédent carnet de santé estimait à 1,4 million de $ les travaux urgents à réaliser. La Ville n'a pas encore pris position sur son niveau d'implication, mais affirme avoir évité la perte de ce bâtiment patrimonial emblématique du secteur. Plusieurs projets ont été évoqués dans les dernières années, sans qu'aucun ne se concrétise jusqu'ici. Des Inuk-Suk faits de blocs de glace colorés ont été vandalisés sur le terrain de l'école primaire Le Tournesol à Belleuil. Les sculptures, construites avec enthousiasme par les élèves et inspirées des traditionnels repères inuits, avaient été dévoilées le 10 février sur la page Facebook de l'école. 2 jours plus tard, elles étaient détruites et dispersées au sol. Malgré la déception, l'école lance un message rassembleur, transformer ce geste de vandalisme en élan de solidarité. La communauté est invitée à rebâtir les Inuk-Suk un bloc à la fois. Déjà, plusieurs personnes ont confirmé leur intention de participer à la reconstruction. La Ville de Mont-Saint-Hilaire modifiera son règlement sur le stationnement. Une consultation publique est prévue le 23 février à 19h30 au pavillon Jordi-Bonnet. Dans 2 zones du quartier de la Gare, le nombre minimal de cases de stationnement exigées sera réduit de 50 % pour les usages commerciaux, publics et institutionnels. La disposition permettant d'aménager des cases dans un rayon de 100 mètres sera également retirée. Dans une portion du chemin des Patriotes, la Ville veut aussi abolir les ratios spécifiques pour les cases réservées aux visiteurs. Les citoyens peuvent consulter le projet de règlement à l'Hôtel de Ville ou transmettre leurs commentaires par courriel. La Ville précise qu'aucune disposition n'est sujette à une approbation référendaire. Toujours à Mont-Saint-Hilaire, la Ville accueillera pour une 2e année consécutive une compétition cycliste sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Le 7 juin, le club Dynamix de Boucherville organisera un critérium dans les rues de la ville. Le parcours devrait emprunter les rues Michel et Campbell ainsi que la montée des 30 près de l'école de l'Aquarelle. La tenue de l'événement a été autorisée par la Ville le 2 février dernier. L'an passé, une compétition semblable avait eu aussi lieu dans le secteur, en plus d'épreuves contre la montre près du vignoble domaine Vineterra. Le festival de musique électronique Opelai sera de retour le 1er août à la Pointe-Valaine d'Ottoburn Park. Après une première édition qui avait attiré plus de 500 festivaliers l'été dernier, l'événement doublera sa capacité pour accueillir jusqu'à 1000 personnes en 2026. La prévente est en cours au coût de 30 $ plus taxes, incluant une consommation gratuite, même si les artistes invités seront dévoilés progressivement d'ici la mi-mars. Au moins 4 DJ sont attendus, dont une tête d'affiche décrite comme un groupe de 4 musiciens prêts à faire lever la foule. Les organisateurs Production DBC sont toujours à la recherche de partenaires pour cette 2e édition. Les billets sont disponibles sur le site opelai.ca, opelai.ca.
À Carignan, une soirée festive de patinage, son et lumière est organisée le 6 mars de 16h à 21h à la patinoire couverte réfrigérée du parc du centre multifonctionnel sur la rue de l'École. L'activité est gratuite et aucune inscription n'est requise. Au programme, DJ sur place, animation, chocolat chaud et plusieurs surprises. Un service de prêt de patins sera aussi offert. Une belle occasion de profiter de l'hiver en famille ou entre amis. La MRC de la Vallée du Richelieu lance un appel aux artistes et écrivains pour la deuxième édition du projet Culture, quand l'art fait du sens. 4 équipes composées d'un producteur agricole, d'un chef et d'un ou deux artistes devront créer une recette mettant en valeur un produit local ainsi qu'une performance artistique inspirée du thème 2026, la résilience. Les artistes professionnels de la Vallée du Richelieu, à l'aise sur scène et intéressés par la collaboration, sont invités à soumettre leur candidature. 8 artistes seront sélectionnés. Une compensation de 800 $ est prévue par participant. La date limite pour déposer un dossier est le 3 mars 2026. Par courriel à dev.culturel@mrcvr.ca. Voilà, c'était le tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Beaucoup l'ont connu en tant que Raymond dans le film Crazy, mais il porte plusieurs chapeaux. Monsieur Pierre-Luc Briand, bonjour. Bonjour. Vous allez de nouveau vous présenter pour le Parti québécois pour les prochaines élections de 2026. Ça a été quoi l'élément déclencheur de votre saut en politique? Ben, tu dis je vais, non, je veux me présenter. Parce qu'il y a tout un processus démocratique qu'il faut respecter, évidemment. Okay. Mais c'est mon souhait, oui, de me représenter parce que je me suis présenté en 2022. Le Parti québécois est à peu près à 10 dans les sondages. Donc aujourd'hui, maintenant que le Parti québécois va beaucoup mieux, je serais un peu niaiseux de pouvoir me représenter. Ouais. Qu'est-ce qui m'a poussé? En fait, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ben, j'ai toujours été très politisé dans la vie, mais j'étais plus un peu... Vous venez d'une famille de souverainistes. Oui. Je viens d'une famille qui était très politisée chez nous. La discussion politique était très présente. C'est drôle parce que j'avais beaucoup d'oncles, puis ils étaient tous souverainistes, sauf un qui était fédéraliste. OK. Fait que ça faisait toujours des... Mais ça restait toujours gentil, poli. D'ailleurs, c'est un de mes oncles préférés. Même si on n'a pas les mêmes opinions. Mais oui, non, la politique était très importante chez nous. Puis, c'est ça, je ne m'attendais pas à faire de la politique active. Je faisais plus de politique de salon. Mais tu sais, j'étais quand même engagé sonore dès que je pouvais prendre la parole. Faites des débats avec votre oncle. Oui, c'est ça. Non, mais même dans le milieu artistique, tout ça, j'ai jamais caché mes positions. C'est carrément le Parti québécois qui m'a appelé en 2022 pour me demander si ça pouvait m'intéresser de me présenter. J'étais assez sonore dans le milieu pour qu'ils sachent que mes allégeances, qu'ils connaissent mes allégeances. Et puis, j'ai quand même, ça m'a demandé une réflexion parce qu'évidemment, comme je disais, le parti était très, très bas dans les sondages. Les choses ont changé. Oui. Je savais qu'aller là, j'y allais là pour la cause. J'allais pas là nécessairement pour gagner, bien qu'on... On considérait ça comme prenable quand même à l'époque. Oui, c'est ça. On s'imagine toujours qu'on peut gagner. D'ailleurs, on a fait un très bon score. On a quand même beaucoup fait avancer le pourcentage de votants pour le Parti québécois dans le comté, en tout cas dans Rosemont. Fait que je me suis lancé comme sans filet. J'en ai parlé à ma conjointe et puis... elle m'a donné le feu vert parce qu'on a quand même 2 enfants, donc il fallait quand même concilier c'est ça, de concilier votre travail en tant que candidat, mais votre carrière d'artiste, parce que vous faites aussi de la musique. Est-ce que vous arrivez à concilier tous ces rôles-là? Oui, c'est ça. J'ai double carrière, musique et jeu, comédien aussi. Oui, c'est-à-dire que... ça fait 35 ans, je pense, que je suis membre de l'UDA aujourd'hui. J'ai 48 ans. Donc vous êtes vice-président maintenant. Oui, c'est ça, que je suis devenu vice-président de l'UDA. Mais ça c'était après coup, après l'élection. Mais je sentais que j'avais d'autres défis qui m'attendaient. Quoique j'adore mon métier de comédien, j'adore la musique, ça, je la continue toujours parce qu'on peut... Bon, en musique, on attend moins après les autres. Comédien, souvent, on attend que le téléphone sonne ou de gagner des auditions. Mais je sentais que j'étais mûr pour d'autres défis, puis la politique m'a complètement happé. C'est drôle parce que à l'époque, j'avais appelé Jean-François Lisée, qui était l'ex-député du Parti québécois dans Rosemont, et qui a été chef du Parti québécois aussi. Puis il avait été très laconique, très droit. Il m'avait dit, écoutez, M. Briand, vous allez perdre, mais vous allez vous faire beaucoup d'amis et ça va changer votre vie. Vous allez faire des rencontres Vous allez faire des rencontres qui vont marquer votre vie à tout jamais. Puis c'est effectivement le cas. Je me suis pris le bras dans l'engrenage et puis le corps y est passé au complet. Maintenant,
Je ne pense que beaucoup qu'à la politique, bien évidemment, via mes fonctions. Puis c'est ça, après l'élection, quelques mois après, la présidence de l'Union des artistes s'ouvrait, puisque Sophie Préjean, l'ex-présidente, comptait pas se représenter. Donc, ben, j'ai décidé de poser ma candidature. Un coup pris dans l'engrenage politique. Puis le domaine culturel m'intéressait énormément. Oui, puis en tant que vice-président de l'Union des artistes, comment vous aviez pris la fameuse déclaration de l'aplaventrice de votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je pense qu'on s'est beaucoup attaqué aux messagers et peu aux messages. Je le vois, moi, à travers plusieurs instances culturelles. Là, je veux pas. Le terme aplaventrisme, c'est pas là. Non, moi, c'est plus par la fameuse déclaration. Mais quand même, on est quand même dans un monde où il y a une certaine dichotomie entre deux gouvernements qui s'arrogent des pouvoirs. Puis je pense que le fédéral, personnellement, c'est mon opinion personnelle, je pense que le fédéral n'a rien à voir dans la culture. Ça devrait être un champ de compétences complètement provincial, malheureusement. Mais oui, parce que c'est nulle part dans la Constitution canadienne. Le gouvernement fédéral a investi beaucoup en culture à partir des guerres mondiales pour pouvoir créer une espèce d'unité nationale et puis il n'a jamais redonné les pouvoirs aux provinces. Donc, ça fait en sorte que beaucoup d'instances culturelles doivent se taire, doivent un peu acquiescer à tout ce qu'on leur demande. Puis le fédéral a des exigences un peu étranges des fois. Fait que c'est drôle de voir le milieu culturel un peu toujours entre deux feux. Puis je comprends, il en va de nos carrières, tu sais, puis l'argent est là, il faut le prendre, évidemment. C'est notre argent, c'est nous qui l'avons mis. Mais il y a des courbettes qu'on fait un peu trop, je trouve, devant un gouvernement c'est-à-dire on ne doit rien, ce gouvernement-là. C'est lui qui nous doit cet argent-là. Puis par rapport au CRTC aussi, comment ça fonctionne? On parle de contenu canadien et autochtone. Donc, le français est inclus dans le contenu canadien, alors que le Canada, on considère cette langue-là comme minoritaire, le français. Effectivement. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de contenu canadien dans les deux langues officielles? J'en ai aucune idée, mais le CRTC est très peu préoccupé par la question du français, c'est-à-dire montre des signes qu'il l'est, mais quand on voit les politiques, ça fait à peu près 20 ans qu'on demande des politiques constructives pour les GAFAM, pour forcer les Google, les Netflix de ce monde à participer, à contribuer financièrement. Le CRTC n'a absolument rien fait. Il y a des plus petits pays que nous qui l'ont fait, le Danemark, la Suède, des pays qui ont pris à bras-le-corps le problème et puis qui ont réussi à obtenir certaines choses des GAFAM, tandis que le CRTC est arrivé à zéro à date sur cette question-là. Et puis, bon, moi, ma théorie, c'est que 90 % de ce que les anglophones écoutent au Canada, c'est du contenu américain. Donc, les seuls à qui ça servirait de contraindre un peu les GAFAM de mettre de l'argent dans l'eau, c'est les Québécois. Ou en tout cas, la francophonie canadienne. Et puis, on voit qu'il y a une espèce de désintérêt total. Je suis allé en commission au CRTC devant les commissaires parler pour la découvrabilité. Puis, la première question qu'ils nous ont posée, c'est est-ce que vous croyez qu'il y a des groupes, des communautés en situation minoritaire qui mériteraient beaucoup d'attention, mais pour eux? C'est pas au français. Oui, c'est ça. J'avais envie de leur répondre, oui, les Québécois. Oui, c'est ça. Est-ce que vous accepteriez de vendre votre musique à une production canadienne non francophone pour un film, par exemple? Ah oui, moi, j'ai aucun problème avec nos amis les Canadiens. Non, au contraire, c'est pour favoriser l'amitié, c'est pour renforcer l'amitié, en tout cas pour ma part, que je suis souverainiste. C'est justement parce que l'amitié est comme impossible, parce qu'on est tiraillé, puis on se fait toujours harnacher des pouvoirs et un peu dicter ce qu'on doit faire. Tandis qu'à partir du moment où on parlerait d'égal à égal, mais je pense qu'on deviendrait des vrais amis dans le vrai sens du terme. Ben, on va continuer à suivre toutes vos activités, voir si votre candidature va être acceptée pour les prochaines élections. Dans tous les cas, on va souhaiter bonne chance au Parti québécois. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous recevons aujourd'hui Mme Nathalie Gélina, directrice générale du Relais pour la vie de Chambly. Mme Gélina, bonjour. Bonjour. Donc, le Relais pour la vie de Chambly, c'est un événement qui est pour quelle cause? C'est un événement pour la Société canadienne du cancer. Le but du relais, c'est de ramasser des fonds pour la recherche, pour aider les gens aussi qui auraient besoin de prothèses capillaires, d'hébergement,
ça va aller tout englober les besoins que quelqu'un a quand on a le cancer. Parce que vous, en mai 2022, vous avez reçu une nouvelle qui a complètement changé votre vie. Exact. Le 12 mai 2022, exactement, j'ai reçu un diagnostic de cancer qu'on ne s'attendait pas à avoir. Là. Surtout, j'avais 48 ans à ce moment-là. J'ai reçu un diagnostic. Le médecin m'a fait répéter 14 fois comme quoi j'avais bien compris le message. Puis moi, bien, j'étais déjà en mode solution dans ma tête, même quand j'ai reçu la nouvelle. Vous avez eu ce réflexe-là Oui. de vous mettre en mode solution. Wow. Il faut dire entre parenthèses que je suis dans le domaine de la santé. J'étais dans le domaine de la santé. Donc, j'en ai vu des gens comme moi. Mon conjoint, lui, était complètement par terre. Moi, j'étais déjà en mode solution. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où? C'est quasiment vous qui deviez prendre soin de votre conjoint, alors qu'on aurait pensé peut-être Oui. que ça aurait été l'inverse. À l'heure actuelle, c'est encore le cas. Je prends soin de mon petit monde ouais. parce qu'ils le prennent plus difficilement que moi. OK. Puis c'est pas d'être la tête dans le sable comme on peut dire. Moi, j'ai pas la tête dans le sable, mais je suis quelqu'un qui est éternellement positive. Moi, je vois toujours des solutions où tout le monde voit des problèmes. J'en vois des solutions jusqu'à temps que je me fasse fermer la porte à mes solutions quelques mois après avoir rencontré le chirurgien hémato... je me souviens plus du terme, excusez. Que lui m'a dit que finalement, je ne pouvais pas être opérée comme ça devait. Parce qu'il n'y avait pas de traitement au cancer que vous vous Non. êtes fait diagnostiquer. Non, jusqu'à ce que je me fasse dire que j'étais métastasée jusque dans les os. À ce moment-là, j'ai plus le droit à la chimio, ces trucs-là, et à être opérée. Je ne pouvais pas être opérée parce qu'il était comme... On m'a dit qu'il était trop tard. Ça m'a plus blessée, fait mal, que de me faire dire que j'avais un cancer. Ça a été... ouais, celle-là, je ne l'ai pas trouvée drôle, cette annonce-là. Elle était pire que de me faire dire que j'avais un cancer. Et dans les 4 dernières années, vous subissez un traitement, mais qui est au stade expérimental en ce moment. Exact. Là, j'ai un traitement qui... En fait, c'est un traitement expérimental, comme vous le dites. C'est un traitement c'est un protocole de recherche. C'est à tous les 28 jours, je reçois une injection de somatuline qui, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça essaye de ralentir la progression, essayer de diminuer le volume des métastases. Mon premier traitement, lui, avait un protocole aussi, avait échoué. Ça avait tout doublé les métastases et les tumeurs. Ouais. Là, j'avais vraiment eu peur. Mais depuis que je suis sur ce protocole-là, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai ce protocole-là. Ça va bien parce que depuis 6 mois, on m'a dit que j'étais stable, ce qui veut dire que les métastases et les tumeurs n'ont pas augmenté, ils n'ont pas régressé malheureusement, mais ils sont stables. Et si on veut faire des petits avec ça, d'où la raison de votre implication dans le Relais pour la vie. Comment vous trouvez en ce moment? Il y a eu une édition à Chambly l'an dernier qui a accumulé plus de 150 000 comment vous trouvez la mobilisation au sein des gens, mais aussi au sein du comité qui s'occupe du Relais pour la vie? Je trouve ça... C'est bien, c'est le fun. Tu sais, 1 $, c'est 1 $, 5 $, c'est 5 $. Moi, le but, c'est de mobiliser le plus de gens possible pour cette cause-là, qui est la Société canadienne du cancer. Moi, j'en bénéficie de la recherche. C'est important. S'il n'avait pas cette recherche-là, malheureusement, moi, j'en aurais pas de traitement, puis je serais peut-être même pas en train de vous parler non plus. Parce que j'avais quand même un pronostic de 2-5 ans sans aucun traitement, puis avec un traitement jusqu'à 10 ans. J'ai déjà 4 ans de fête, il n'y a toujours pas de traitement, mais j'ai quelque chose qui me maintient. Fait que grâce à cette recherche-là, aux dons que les gens nous apportent, ben moi, je peux continuer à vivre, je peux voir mes petits-enfants, puis j'espère éventuellement qu'il va y en avoir un traitement. Les gens dans le comité, ils ont tous à peu près la même opinion. Il faut que tu sois quelqu'un de cœur aussi, qui ait les gens à cœur, dans le sens que, pardon, que il faut des fois se mettre à la place des autres, parce que ça n'arrive pas juste aux autres, malheureusement. Moi, j'étais dans le système de la santé, et puis j'en ai vu des gens décédés d'un cancer. Ma mère est décédée d'un cancer. Avec le temps, c'est venu que ça sensibilise. Puis aujourd'hui, malheureusement, c'est quasiment devenu un fléau, le cancer. Fait que c'est extrêmement important de donner parce qu'on ne sait pas si demain,
Ça va Peut-être être- quelqu'un de notre propre famille qui Exact. va être diagnostiqué. Vous avez parlé de votre conjoint qui a pris ça difficilement. Et c'est un peu votre famille, c'est de voir vos petits-enfants qui vous motivent à garder espoir, puis vous voulez travailler fort pour pouvoir avoir le plus de temps possible là, avec eux. Oui, oui. Puis moi, quand je travaillais dans le domaine de la santé, vous savez que ça a l'air avec les nouvelles. Oui. On travaille beaucoup, on travaille fort. Puis du jour au lendemain, moi, j'ai été mis à la retraite. De me ramasser d'un travail que c'était ma passion. Bien, il faut être passionné pour, Oui. pour travailler dans ce domaine-là. Oui, je travaillais beaucoup. Maintenant, j'ai plus cette chance-là et cette force-là, malheureusement, à cause des médicaments et tout. Mais Vous trouvez quand même la force de vous impliquer dans une cause, le Relais pour la vie. Et puis, c'est pas juste... parce que ça, c'est beaucoup de villes en même temps qui mettent des fonds ensemble. C'est pas juste la ville de Chambly, c'est à travers c'est à tout travers le pays. le Québec. Oui. Oui, à travers le Québec. Je dirais même à travers la Terre, on va dire ça comme ça, parce que dans d'autres pays aussi, ils font le relais. Probablement que ça ne porte pas tous les mêmes noms, là. Puis nous, ici, au Québec, on a comme 2 dates. Nous, pour Chambly, ça va être le 6 juin prochain. Mais il y a d'autres villes que c'est la fin de semaine suivante. On Tous n'a les pas- villes qui sont autour, je pense Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, toutes ces villes-là, ils ont Exact. leur propre édition. Exact. C'est le même but, c'est le même projet. L'ampleur est un peu différente selon les villes. Mettons que Chambly versus Québec, on va s'entendre que Québec, c'est un très gros événement selon la population. Mais moi, j'ai bon espoir de rendre celui de Chambly le plus gros possible. C'est important. Est-ce qu'il y aurait un dernier message que vous voudriez envoyer aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient ça s'impliquer? Bien oui, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel que je vous ai laissée tantôt. On va laisser l'adresse courriel en bas d'écran, oui. Et puis, je demande à tout le monde de venir faire un tour. C'est important. Parce que c'est pas juste des gens qui vont courir, vous êtes à la recherche aussi de bénévoles pour guider les gens le jour de l'événement. Oui, puis c'est pas un événement de course, c'est un événement de marche. Je peux juste vous donner quelques petits trucs qu'il va y avoir cette année. J'ai réussi à avoir des artistes invités, des gens qui sont connus. Il va toujours avoir la même formule que les années d'avant. Avez-vous déjà des noms des artistes invités? Je garde ça secret pour d'accord. le moment. On a toujours la cérémonie des papillons. On a aussi la marche d'espoir pour les survivants, ceux qui ont combattu, qui sont dedans ou qui sont déjà en rémission. On a leur marche à eux. La marche des lampions qu'on allume aussi une lumière, si je me trompe Oui, pas. ça va être avec M. Cornemuse, qu'on appelle OK. gentiment. C'est un joueur de cornemuse. C'est un Qui porte bien son nom. C'est un moment très, très Ouais. fort du relais. Le M. Cornemuse, lui, il avance, puis à ce moment-là, on allume les luminaires un par un en arrière de lui. C'est un très grand moment de recueillement, mais de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Madame Géna, on vous remercie de votre temps. On vous souhaite le meilleur dans la suite de vos procédures, autant pour votre santé, mais aussi pour l'événement Le Relais de Chambly. L'appel est lancé. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Nous recevons maintenant Magali Taillon, mairesse de la ville de McMasterville. Madame Taillon, bonjour. Bonjour. Comment se passe le début de votre mandat de mairesse? Super stimulant, enrichissant. Donc, mes collègues parlent toujours de la courbe d'apprentissage. Donc, je suis en plein dedans. On en parlait dans les dernières minutes. Donc, je suis dans mon premier 100 jours atteint. Donc, je suis vraiment dans l'enthousiasme du départ encore. Le 100 jours qui a été atteint tout récemment? Oui, là, en fait, dans les derniers jours, effectivement. Oui. Est-ce que votre vision a changé? Est-ce que votre nouvelle position vous fait voir des choses différemment que quand vous étiez conseillère? Mais pas la charge de travail nécessairement, mais on voit je dirais, l'appareil municipal. Donc, oui, comme conseillère, lorsqu'on nous présentait, les décisions avaient été prises, on avait ou du moins bien avancé. Maintenant, on a les 2 mains dedans, les 2 pieds complètement sur le terrain. Donc, ça change un peu la donne, je dirais. Mais c'est ce que je parlais d'enrichissant et de stimulant. Donc, c'est vraiment de pouvoir être partie prenante, d'être auprès des citoyens puis de les écouter. C'est vraiment ce qui est le plus important. Bien, on sent cette énergie-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a des engagements que vous aviez parlé quand vous aviez fait campagne qui, maintenant, vous apparaissent comme plus compliqués que prévu en ce moment? En fait, c'est important, le conseil municipal, dans nos priorités à la ville, on mise beaucoup sur le logement. On sait que l'accessibilité au logement, c'est hyper important. C'est difficile. Il y a une crise locale, nationale, voire
Donc, on voulait et on veut pouvoir offrir plus de logements. Quand on parle d'accessibilité, on parle de logements pour les familles, on parle de logements pour des personnes à mobilité réduite. Puis qui sont accessibles aussi financièrement. Exactement. Ce qu'on est en train de réaliser et de voir, parce que la Ville de McMasterville, dans les derniers mois, avant même les élections, et depuis que je suis en poste, on a mis en place tous les pouvoirs qu'on pouvait se donner en tant que ville pour favoriser l'accès au logement. Donc, notre dernier pouvoir qu'on a utilisé, puis je dirais pouvoir, c'est le gouvernement qui l'a donné aux villes, c'est le super pouvoir qu'on appelle, donc c'est pouvoir mettre en place des logements pour rejoindre ses clientèles. Et ça va être autorisé probablement à la MRC dans les prochains jours. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir favoriser l'accessibilité à des logements. Donc, pour une famille, on parle de 5,5, disons. Donc, ça soit plus facile comme ça. Et malheureusement, c'est pas si simple que qu'est-ce qu'on croyait. On a toujours en tête de dire, OK, on construit, on donne, il faut que ça soit bon. Fait qu'on est vraiment dans ce mécanisme-là et on apprend à tous les jours. C'est vraiment important. Fait que ce qu'on veut, c'est, oui, favoriser. Fait qu'on essaie de voir s'il y a d'autres façons que juste de construire et de donner des logements à des organismes qui pourraient le gérer. Donc, on est vraiment là-dedans en ce moment. On est dans la phase d'apprentissage. On est en début de mandat, donc on a encore plein de... C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on a encore 4 ans devant nous pour peut-être avoir un début de projet ou de construire. Mais on a des droits de préemption sur des habitations, donc qui pourraient nous faciliter puis nous aider la tâche, le cas échéant, là-dedans. Là. Puis vous parlez de la crise du logement. Est-ce que vous trouvez que tous les paliers de gouvernement en font suffisamment pour les villes? Parce que sûrement qu'il y a des pouvoirs au niveau du municipal que vous avez vos limites. C'est pas tant le pouvoir que les sommes qui ne sont pas là. Donc, il y a des ententes avec, je pense, c'est Maison Canada qui doit transiger vers le gouvernement du Québec et ensuite c'est redonné. Il y a des sommes qui sont aussi liées avec la CMM. Donc, c'est tout ça qu'on est en train d'apprendre et de voir qu'est-ce qui pourrait se faire. Donc, et McMasterville, on ne se cachera pas qu'on n'a pas vraiment de terrain à développer. On est encore très petit là-dedans. Il ne nous reste plus de place. Donc, c'est un gros enjeu pour nous, là. Puis quand les citoyens s'attendent à avoir du changement, vous parlez qu'il vous reste encore beaucoup de temps, vous êtes en début de mandat, mais est-ce qu'il y a des choses que les citoyens pourraient avoir plus d'informations s'ils s'attendent à des changements rapides? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas au niveau de toutes les mécaniques de choses que vous voulez changer? Ils devraient s'attendre à des changements rapides ou ils doivent encore être patients? Oh, pas nécessairement. Il y a des choses qu'on fait quand même assez rapidement. Puis déjà d'être plus présent sur les réseaux sociaux, si les gens nous suivent la page Facebook de la Ville, ils vont voir que je fais des capsules, de vidéos. On a entendu les gens, on sait qu'ils veulent avoir plus d'informations. Donc, on est vraiment là-dedans à essayer de plus communiquer. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant. On essaie de transmettre plus d'informations. On a entendu leurs besoins, on le fait. On parlait de rapidité. On va avoir un terrain de pickleball dès cet été. Là, on est déjà dans les démarches, donc ça s'en vient. On fait du ménage dans le boisé du Ruisseau Bernard. Donc, il y a plein de beaux projets déjà en place sur lesquels on travaille. Donc, les plateformes comme les réseaux sociaux, ça fait une différence dans le lien que vous avez avec les citoyens. Tout à fait. Et on a même, dans les dernières semaines, chaque conseiller, moi la première, et les conseillers, on a tous eu notre publication « Apprenez à connaître vos élus ». Donc, déjà là, on essaie d'être plus près d'eux. On n'a pas nécessairement des réponses toujours, mais au moins, ils savent où nous rejoindre. Donc, on est là-dedans, j'ai ma page de mairesse, donc aussi, je partage l'information. Donc, c'est une façon d'être quand même accessible auprès d'eux. Y a-t-il des nouveaux projets qui sont venus de la part des citoyens que vous n'aviez pas en tête lorsque vous avez fait campagne et que maintenant, on vous a donné l'idée que vous travaillez sur ça? Alors, des scoops? Les gens qui nous écoutent, qui aiment ça savoir qu'il se passe des choses dans leur ville, pourquoi pas, si jamais vous avez des scoops pour nous? Bien, en fait, ce qu'on a entendu beaucoup pendant la campagne électorale, c'est à quoi qu'on n'y avait pas pensé. On savait qu'on aurait aimé le développer. C'était un jeu d'eau au parc Denis-Beauregard, donc dans la vieille partie de McMasterville. On travaille là-dessus. Est-ce que ça va être dans ce parc-là? Est-ce que ça va être ailleurs sur le territoire, dans ce secteur-là, près de la gare ou autre? On ne le sait pas, on en parle beaucoup. Les élus sont concernés. On le sait qu'il y a des habitations qui sont en train de se construire pas très loin. Donc, il y a un besoin. Il y a beaucoup de nouvelles familles dans ce secteur-là. Donc, est-ce que ça va être un jeu d'eau? Est-ce que ça va être une installation qui va s'y rapprocher? À suivre dans les prochains mois. J'aime mieux dire comme ça, je ne vais pas m'avancer encore, mais on travaille là-dessus. On voit qu'il y a des dossiers qui évoluent. Et quand vous avez gravi les échelons, vous avez passé de conseillère à mairesse, est-ce que vous avez réussi à garder les mêmes valeurs que vous aviez en tant que conseillère ou que vous avez dû laisser de côté certaines valeurs en tant que mairesse? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là pour vous?
Non, à la limite, je me trouve juste plus présente qu'avant. C'est pas parce que je voulais pas le faire avant, c'est juste que le rôle, c'est pas tout à fait pareil non plus, donc notre engagement, mais j'étais déjà présente lors des activités le plus possible. Lorsqu'on me demandait des rencontres, j'étais présente. Donc, la présence, pour moi, c'est très important. La présence terrain. Oui, tout à fait. Les gens qui m'appellent veulent me rencontrer. Donc, j'étais là, puis je suis encore plus là aujourd'hui. Donc, pour moi, ça n'a pas changé. Puis j'ai vraiment... on est une belle ville. Je faisais campagne, je vais le dire comme ça, lorsque je faisais campagne, les gens, j'amenais d'emblée... qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins? Avez-vous des préoccupations? J'aurais pu sortir ma liste d'épicerie et dire voici ce que je vous propose. Oui. Mais j'avais peur j'aurais pu être complètement à l'opposé de ce qu'ils voulaient. Donc, mon objectif était vraiment d'entendre, eux, c'est quoi leurs préoccupations. Et ce qui est revenu la majorité du temps, c'est ça va bien avec Masterville. Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Puis je trouvais ça chouette. C'était comme si on avait fait un grand sondage à travers la ville qui aurait écouté le temps de faire du porte-à-porte. Donc, je trouve ça quand même fort intéressant ce qui s'est fait en octobre dernier. Et vous avez aussi un engagement que vous visiez une hausse des taxes équivalentes à l'inflation. Et là, je sais que vous avez présenté un budget au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon que vous avez pu gérer le budget de la Ville? C'est un petit peu plus élevé que ce qu'on souhaitait. Parce que l'inflation est autour de 3 on était un petit peu plus vers 4,6 environ. On va viser, je dirais, plus ce que les citoyens sont capables de payer. Donc, on va aller plus avec la capacité de payer. Il y a une problématique dans tout ce qui est l'analyse de fiscalité municipale en ce moment. Lorsqu'on parle des taux d'inflation, on inclut la valeur d'un litre de lait, le prix d'une livre de beurre. Donc, ce n'est pas tout à fait des préoccupations municipales. Donc, c'est difficile à juger. Il faut trouver un équilibre dans ces réalités-là et aussi les gens qui trouvent que le coût de la vie augmente. Exactement. Puis, il y a au moins 30 qu'on ne peut pas bouger. C'est les cotes-parts, c'est les régies. Donc, c'est difficile de pouvoir il y avait jouer. un 80 de l'argent il faut qu'on maintienne. Oui, tout à fait. Donc, on est pris avec ce jeu-là. Tout à fait. Donc, puis on veut pouvoir offrir le maximum à nos citoyens, mais il faut toujours être aussi conséquent avec leur capacité de payer, puis s'assurer non plus aussi là, que ça répond à la demande de tous. Là. Donc, on essaie vraiment d'avoir d'avoir une pensée, puis ça fait là-dessus, même la directrice des finances, on en a parlé dans les dernières semaines, elle a vraiment ce souci-là, donc de nous amener vers un cadre financier un peu plus, de vraiment qui va nous aligner pour les prochaines années là-dedans. Là. Donc, on garde ça en tête. Bien, on va encourager les gens à continuer à vouloir communiquer avec vous. On sent votre énergie et on vous sent à l'écoute. On vous souhaite le meilleur des succès dans la suite de votre mandat. Bien, merci. C'était un plaisir. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Donc, je suis en studio avec Mme Nathalie Grenier et Mme Sandra Bolduc pour discuter de la marche de la nuit la plus froide de l'année. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, quelle est votre implication dans cette marche-là? En fait, moi, je suis à la co-animation à la table itinérance au Richelieu-Rouville. Et dans le fond, la marche de la nuit la plus froide, c'est vraiment un élément qui est arrivé comme ça par un membre de la table qui nous disait, bien, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose pour la sensibilisation. Parce que sensibiliser les gens à l'itinérance, c'est quelque chose qu'on fait difficilement, c'est pas si simple. Et donc, on est embarqué dans ce projet-là. Alors, c'est à ce titre-là, dans le fond, que je suis dans le projet. Et vous, Mme Bolduc? Moi, je suis directrice de l'organisme POSA Source des Monts.
qui est plusieurs services là, pour tout le territoire, Rouville, Chambly-Carignan. Donc, de Carignan jusqu'à Saint-Césaire. On parle ici de la maison Stéphane Fallu, du travail de rue, d'une halte chaleur, de la clinique jeunesse, enfin, plein de services là, pour le territoire. Et là, la marche se passe le 28 février, dans la nuit du 28 février. À quoi on peut s'attendre? Oui, en fait, le 28 février, dans le fond, les gens sont conviés autour de 4 heures. Ça va démarrer à l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur dans le Vieux-Saint-Jean. Puis, on va faire, c'est une marche de 5 km. Évidemment, les gens ne sont pas obligés de marcher le 5 km, là, on s'entend. À mi-parcours, il va y avoir une halte, je dirais, chaleur. Oui, c'est encourageant pour c'est un motivateur pour les gens. Oui, ben oui. Où est-ce qu'on va servir là, des breuvages chauds? Et à la fin du parcours, les gens sont conviés là, au retour à l'école où est-ce qu'on va servir aussi un chili, une soupe, encore là, quelque chose pour réchauffer les gens là, avec des breuvages chauds également. Les gens sont invités aussi à marcher, certes, mais évidemment à faire un don, hein, parce que ça sert aussi à lever des fonds également qui vont servir à la table pour des choses pour lesquelles on n'est pas financé actuellement. Les organismes comme POSA, entre autres, reçoivent du financement pour les ressources humaines, pour les ressources en tant que telles. Mais quand vient le temps, par exemple, pour une personne de retourner en logement, parce qu'on a des gens qui vont faire un séjour à l'organisme le 240, à la maison le 240 qu'on appelle, qui est une ressource 24/7. Les gens font un séjour là pour se relocaliser en appartement. Et là, à ce moment-là, ils ont besoin, par exemple, d'un matelas. Bien ça, on n'en a pas de financement pour ça. Fait que ça va pouvoir servir à ça, entre autres. Et à bien d'autres éléments, on n'a pas établi encore exactement ce à quoi ça pourra servir, mais évidemment que ça va servir parce que les besoins sont très grands en matière d'itinérance. Puis, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent, bien, dans le Haut-Richelieu-Rouville, dans la vallée du Richelieu, il n'y en a pas vraiment d'itinérance, ou on ne le voit pas en tout cas? Et là là, bien, ils peuvent m'envoyer leur candidature s'ils veulent être bénévoles ou travailler pour aller voir la rue, vraiment, ce qui se passe. Et évidemment, on a beaucoup d'itinérance cachée. Absolument. Que ce soit dormir chez un ami pendant 3 semaines, 1 mois, ensuite chez un autre ami, chez une connaissance. Ça peut être aussi dans des cabanons. Moi, j'ai eu des jeunes qui ont dormi dans des cabanons. En dessous de balcon. Donc, il y en a. Il y a des petits campements qui se sont faits. On n'est pas tout seul. Nous, c'est vraiment tout le côté, là, la vallée du Richelieu, c'est vraiment la fin, c'est-à-dire Carignan-Chambly. On touche ensuite une autre partie. Mais on a, par exemple, 1001 rues ici à Belleuil qui sont aussi en travail de rue. Ils pourraient aussi vous en dire long. L'itinérance est bien présente. Nous, avec notre halte, évidemment, on a des personnes en situation d'itinérance qui viennent nous voir. On a aussi beaucoup de jeunes, quand ils sortent de la DPJ aussi, qui se ramassent à la rue. Il ne faut pas oublier que c'est aussi des personnes en situation d'itinérance qu'on reçoit parfois à la maison Stéphane Fallu. Donc, on a besoin aussi de sous, puis on est fiers de faire partie de cette table de concertation-là en itinérance, parce que, je le dis tout le temps, c'est écrit partout, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais c'est vraiment ça l'idée. Le 28 février, c'est de se mettre tous ensemble pour qu'on puisse marcher dans le même sens. Oui, il risque de faire froid, mais je ne pense pas que ça va être la nuit la plus froide de l'année, on l'appelle comme ça. Mais ça va être très marchable. Il va y avoir des bénévoles tout le long du parcours pour indiquer l'endroit où marcher sécuritairement. On va vous attendre avec des boissons chaudes, un petit repas chaud, être ensemble pour une bonne marche santé, puis appuyer une bonne cause qui est celle de sauver un peu des gens de la rue puis les aider à se rediriger vers des bonnes ressources. Puis comme Nathalie dit ici, bien, un matelas, là, pour dormir, c'est déjà un minimum par terre. C'est dans une base, en fait. Exactement. Puis on ne peut pas offrir de matelas usagés à cause de punaises de lit, etc. Donc, il faut en acheter un neuf. Il faut, quand on part en appartement et qu'on n'a rien, on dit, on a quelqu'un qui est bien dans ça, sa maison, il est assuré. Pas grave s'il passe au feu. Bien, c'est pas grave, il y a des souvenirs, mais il va avoir un chèque qui va lui permettre de racheter toutes ses fourchettes et ses cuillères. Mais la personne, elle part de zéro, puis souvent, elle part de très loin. Puis juste ça, savoir que dans son appartement, il va avoir minimalement une table pour manger, une chaise pour s'asseoir, puis un lit pour dormir.
bien, c'est vraiment un minimum. Donc, si les gens veulent se joindre à nous pour marcher puis soutenir cette cause-là, on en serait très, très reconnaissants. Puis, pour ceux qui hésiteraient là, à Carignan ou à Chambly ou même dans le Haut-Richelieu-Rouville, qu'est-ce que vous vouliez leur dire là, pour les convaincre, là, le dernier petit push? Là? Le dernier petit push, là, on est actuellement. En fait, notre objectif, c'est de 20 000. Oui. On s'est donné un objectif qui semble-t-il quand même réalisable. C'est raisonnable. C'est raisonnable, exactement. Au moment où on se parle, on est à un peu plus de 13 000. Donc, on approche le 14 000. Donc, on est quand même assez proche de notre objectif. Il y a 14 équipes qui sont en place. Fait qu'on, là, dans le fond, il nous manque un petit 6 000 là, à aller chercher. Il nous reste quelques, bien, pas tout à fait 2 semaines, là, encore quelques jours. Donc, oui, tout don, peu importe le don, est important et va être utilisé à bon escient. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que pour tout don de 20 et plus, dans le fond, dès qu'on a un 20 il y a un crédit d'impôt. Donc, les gens vont pouvoir recevoir leur reçu d'impôt. Alors, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Puis on peut marcher en famille aussi. Mais Parce oui, qu'il y a aussi, oui, c'est un 5 km, mais il y a un parcours de 2 km aussi qui peuvent être faits. Donc, si vous avez des enfants, que vous dites 5 km, ça va être trop, vous pouvez faire le 2 km avec votre enfant pour déjà sensibiliser la génération qui s'en vient à c'est quoi l'itinérance. Parce qu'on le voit avec la crise du logement en ce moment, avec les prix. Des gens dans la rue, malheureusement, on va en avoir de plus en plus. Alors, on va essayer de travailler en amont puis sensibiliser dès le jeune âge. Emmenez les enfants, ça va nous faire plaisir. Absolument. Et même si c'est caché, l'itinérance, ça existe. Merci beaucoup, mesdames. Et je vous invite tous à venir le 28 février. Merci. 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 Sylvain Lafrenière est avec nous en studio. Il est coordonnateur du regroupement des organismes en défense collective des droits. Bonjour, Monsieur Lafrenière. Bonjour. Vous avez fait récemment, au mois de février, une semaine, la semaine des droits collectifs. Comment ça s'est passé cette semaine-là, puis qu'est-ce que vous vouliez mettre de l'avant? Bien, la semaine s'est bien passée. Il y a eu plusieurs actions régionales. Dans le cadre de la semaine, on a ouvert le bal avec une conférence de presse le dimanche. Ensuite de ça, la grosse journée, ça a été le lundi où il y avait 5 régions qui ont parti le bal avec des actions un peu partout. Il y avait Sherbrooke, il y avait Québec, il y avait Bas-Saint-Laurent, je ne vais pas en oublier, Lanaudière, et il m'en manque une, je pense que c'est Saguenay. Plusieurs avaient pris d'ailleurs un peu drôle, c'était le jour de la marmotte, avaient pris la thématique du jour de la marmotte pour illustrer le fait qu'on nos demandes sont tout le temps recommencées, puis on a beau cogner, c'est tout le temps la même histoire qui se répète. Parce que c'était ça l'essentiel de vos demandes. Là, bien, oui, parce que ça fait longtemps qu'on dépose nos demandes. Il y a eu une reconnaissance officielle du gouvernement sur la défense collective des droits qui date de la politique de reconnaissance il y a presque 25 ans. Mais c'est resté un bout de papier, c'est-à-dire qu'on reconnaît le rôle, on reconnaît l'indépendance, l'importance de nos organismes, de nos organisations. Mais en termes de financement, pendant 15 ans, ça a été la disette à peu près totale. Donc, il y a eu une première augmentation en 2019, mais depuis, c'est à vos comptes-gouttes. Puis le réacteur historique qu'on a pris sur l'ensemble des groupes, il n'est pas rattrapé encore. Pour les gens qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que font les groupes de défense des droits là, pour les gens? C'est assez varié. C'est sûr que, comme le terme le dit, défense collective, c'est-à-dire que nous, nos représentations, on a comme ce qu'on appelle des manifestations. Donc, nos mandats, c'est de faire, premièrement, les représentations politiques pour faire avancer, expliquer les problématiques des gens, faire avancer les droits. Donc, la représentation politique, c'en est une. La mobilisation, donc mobiliser les gens, les impliquer dans les solutions qui les concernent. Donc, ça se fait de différentes façons, de la manifestation aux pétitions, et ainsi de suite. Et aussi l'éducation et l'information du public, naturellement. Donc, c'est l'éducation populaire qu'on appelle, donc travailler avec les gens sur les situations qu'ils vivent, puis informer la population. Ça fait un mandat assez général où ce qu'on a de l'importance à jouer, mais souvent avec un financement qui est inadéquat pour vraiment remplir ce mandat-là. Parce que c'est souvent des personnes vulnérables avec qui vous aidez
Oui, c'est la majorité du temps. C'est sûr que la question de la pauvreté, ça préoccupe la majorité de nos groupes, mais c'est quand même plus général. Il y a des droits collectifs ou des droits fondamentaux qui sont en jeu. Bon, si on peut avoir, par exemple, des groupes en environnement, ça ne concerne pas juste la question de la pauvreté, naturellement. Des groupes de femmes aussi, de défense des droits des femmes. Donc, ça aussi, ça reste général, mais c'est sûr que ça reste quand même une composante importante, là, la question de la pauvreté. On parle souvent du logement comme enjeu principal de nos jours avec le coût, la hausse des loyers, le coût de la vie. Est-ce que c'est ça l'élément qui est le plus souvent abordé chez vous ou c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, là, quelque chose que les médias ne parlent pas, qu'il faudrait plus souvent aborder? Bien, la question du logement est importante. C'est un de nos secteurs en défense collective des droits. C'est sûr que c'est une chose qui retient souvent l'attention puis qui est mal, en tout cas, les solutions qui sont proposées de l'avant par le gouvernement actuel sont vraiment inadéquates puis ils n'écoutent pas encore les groupes. Bien, c'est souvent lié, c'est-à-dire que, mais la question de la pauvreté, c'est souvent lié, oui, le logement, mais ça va aussi avec la question des revenus. Fait que si les revenus d'aide sociale sont insuffisants, bien, il y a aussi à ce niveau-là. Des fois, ça va avec les problèmes de santé. Si tu n'as pas l'accès à la santé, on a de plus en plus la privatisation. Fait que l'accès aux soins, le transport, juste le déplacement, des fois, le transport collectif, c'est important pour le déplacement pour les personnes handicapées. Fait que c'est différentes solutions. C'est sûr qu'en termes généraux, je dirais que c'est sûr qu'actuellement, le logement, c'est préoccupant parce qu'on voit la montée de l'itinérance, puis juste dans les grandes villes comme à Montréal, mais un peu partout à travers le Québec aujourd'hui. Auriez-vous des pistes de solutions à proposer? Je vous ai entendu dire la voix que le gouvernement peut-être n'est pas sur la bonne piste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous aider avec le logement ou l'itinérance? Bien, ça, c'est le mandat de nos groupes membres qui avancent leur propre dossier. Nous, ce qu'on essaie de faire au RODCD, c'est justement, en expliquant que ces groupes-là font partie de la solution. Ils sont là pour aider les gens. Ouais. Parce que nous, notre mandat, c'est de faire avancer le financement des organismes qui font ce travail-là sur le terrain et de s'assurer que ça se fasse en respect de l'indépendance, pas qu'il y ait l'ingérence du gouvernement dans les décisions qui sont prises par les groupes. Fait que notre mandat, c'est plus ça actuellement. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font le travail du gouvernement. Ils font de l'action de proximité. Ils sont là. Puis c'est eux qui donnent certains services. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de financement à ce niveau-là? Puis pourquoi ce n'est pas une solution qui peut être prise par le gouvernement de financer plus? Bien, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai qu'on fait, plusieurs de nos groupes font du service individuel un peu parce que c'est la porte d'entrée pour recevoir la population puis rentrer en contact avec la population. Mais comme souvent notre terme le dit, c'est la défense collective des droits. Fait qu'on ne se contente pas juste d'aider un locataire, par exemple, à trouver un logement, pour prendre un exemple simple. Ce qu'on veut faire, c'est aussi améliorer la loi pour qu'elle soit plus juste et tout ça. C'est le côté qui agace le gouvernement. Fait que, je pense que son rôle, c'est qu'il aime le côté qu'on aide, puis j'ai vu des cas où même des fois, les gens des tribunaux administratifs réfèrent à des organismes communautaires parce que je pense que ça devrait être leur job, en premier, d'informer la population de leurs droits. Mais des fois, ils réfèrent à des organismes communautaires, fait qu'on a du pelletage des fois de l'État sur notre travail. Mais en même temps, ils ne nous donnent pas assez pour faire tout le travail de bonification, d'améliorer les droits de la population, donc d'améliorer les lois et tout ça. Ça, c'est le côté qui agace souvent les gouvernements. OK, je comprends. Ça peut être un couteau à double tranchant pour eux. Mais d'un certain sens aussi, vous aidez les personnes vulnérables. Est-ce que vous voyez des cas où vous êtes en mesure d'aider quelqu'un à mieux comprendre, puis à ce moment-là, vous faites une différence dans la vie des gens? Oui, bien, je pense que beaucoup des travailleuses, parce que c'est surtout des travailleuses, comme dans à peu près tout le communautaire, c'est un domaine essentiellement de travailleuses de travail pour les femmes. Je pense qu'il y a une valorisation qui est faite à travers ça, d'aider des gens. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que avec la difficulté des lois, de faire les tribunaux et tout ça, ça devient difficile. De faire des batailles une par une, ça devient difficile parce que le contexte est de plus en plus dur. Oui, tu sais, par exemple, puis souvent, les gens arrivent, c'est souvent pas juste un problème, tu sais. Je veux dire, même si un comité logement reçoit quelqu'un pour le logement, bien souvent, il y a des problèmes multiples. Fait que des fois, c'est de la référence à d'autres organismes ou, puis même des fois, c'est, parce que j'ai quand même travaillé longtemps dans les groupes de base moi-même, mais
faut quasiment, même si tu n'es pas vraiment formé, un peu de psychosocial. Tu sais, fait que... Monsieur Lafrenière, je rappelle, vous êtes le coordonnateur du RODCD. Merci d'avoir été avec nous. Je souhaite que votre message porte puis que le financement puisse venir à vous puisque vous faites une tâche importante là, pour la société. Merci beaucoup. On se trouve dans les locaux de la coopérative Aide à tout avec Amélie Beauchesne, qui est la coordonnatrice, et Valérie Morier, qui est la directrice générale. On vient vous visiter parce qu'il y a une nouvelle offre de services qui va pouvoir aider les gens avec de l'aide à domicile. Comment ça va faire une différence dans la vie des gens, Mme Morier? Bien, Aide à tout, ça fait 28 ans qu'on existe dans la communauté puis qu'on dispense des services d'aide à domicile qui favorisent le continuum de services afin de rester à domicile. Donc, on offre des services domestiques, des services d'assistance personnelle et de répit. Et le programme dont vous parlez, le projet Vitrine, s'adresse spécifiquement aux services d'assistance personnelle. OK. En quoi ça va faire une différence, ce nouveau programme-là? Est-ce que ça va amener de nouvelles personnes à pouvoir bénéficier de votre offre? Alors, dans le fond, nos services sont utilisés par différents types de personnes qui, dans leur perte d'autonomie, dans leurs besoins à domicile, vont requérir différentes tâches, différents services qu'on offre, que ce soit, comme je vous ai dit, de l'entretien du logis jusqu'à les services d'assistance personnelle. Et dans le fond, chez Aide à tout, on offre de l'aide financière via le programme PEFSAD, qui est un programme qui offre une subvention sur nos services. Historiquement, elle était disponible simplement dans l'aide domestique. Alors, le projet Vitrine, entretenir la maison, lessive, préparation de repas, petites courses. Et avec le projet Vitrine, ce que ça va amener, c'est d'offrir de l'aide financière sur les services d'assistance personnelle, chose qui n'était pas possible avant. OK. On a une petite pancarte ici, ça explique un peu. C'était vraiment une demande qui était forte là, pour les personnes, notamment âgées, qui voulaient rester à leur domicile, puis que souvent, c'est une chose qu'ils n'étaient plus capables de faire qui les amenait à rentrer dans le système de santé. Est-ce que ce programme-là est partout au Québec ou c'est spécialement dans la région? Bien, en fait, pour le projet Vitrine, il y a seulement 3 régions au Québec qui ont été sélectionnées. Donc, il y a Belleuil, Rimouski et Lac-Saint-Jean. Donc, on est chanceux ici, là, dans notre région, de pouvoir faire bénéficier ce projet-là. OK. Comment ça fonctionne pour les gens qui voudraient en bénéficier? Est-ce qu'ils doivent vous contacter directement? Oui, ils ont tout simplement à nous appeler. On va prendre l'appel en charge, on va voir le besoin avec la personne. On va planifier un rendez-vous pour faire une ouverture de dossier à domicile. Donc, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Nous, on se déplace dans le logis. On fait toute la collecte de données et par la suite, c'est nous qui s'occupons de toutes les demandes d'aide financière et tout. C'est nous qui se chargent de ça. C'est assez magique. On vous appelle, puis on peut avoir quelqu'un à la maison. À quelle hauteur est-ce que le programme va aider les gens financièrement à pouvoir se donner une aide à domicile? Alors, bien, peut-être juste revenir sur les services admissibles dans le projet Vitrine, qui sont l'assistance, vraiment l'assistance quotidienne là, au déplacement, à l'hygiène, à la prise de médication, au transfert, au répit, au dépannage pour les personnes. L'aide financière s'applique en fonction du revenu. Donc, le PEFSAD, le programme qu'on vous parlait, dans le fond, c'est une analyse qui est faite pour octroyer une subvention sur les services en fonction du revenu. Historiquement, les gens qui appelaient chez nous pour avoir des services d'assistance personnelle, c'était surtout une clientèle plus nantie qui finalement pouvait bénéficier des services d'assistance personnelle, de s'en payer, si on veut, afin de les aider. Bien, maintenant, avec le programme PEFSAD, avec les services d'assistance personnelle, ça va être accessible à tout le monde, finalement. Okay. Parce que c'est en fonction du revenu. C'est ça. Donc, pour une personne avec un faible revenu, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait représenter là, comme dépense? Bien, une analyse, quelqu'un qui est vulnérable, qui est vraiment à faible revenu, on parle d'un peu moins de 6 de l'heure pour avoir une assistance. Tu sais, des fois... Comparativement à 34, 35, 36 de l'heure. Et il faut comprendre aussi que parfois, c'est une aide ponctuelle. Par exemple, une personne qui prendrait soin de son conjoint, mettons, et que son seul besoin, c'est de l'assistance à l'hygiène, d'amener sa personne aimée dans la douche et de l'accompagner. Ça peut être 1 heure, mais ça peut être aussi un complément de service. Vous avez 2 parents en perte d'autonomie et là, on peut autant aider dans le domestique, superviser la prise du repas, mais aussi distribuer les médicaments, accompagner au déplacement, avoir une présence surveillance temporaire. Donc, ça nous permet vraiment, là, nous, comme ESSAD, comme entreprise d'économie sociale, d'être là dans le continuum de services longtemps chez les gens. C'est notre force, c'est qu'on est là longtemps.
avec le personnel, le même personnel qui est formé pour accomplir toutes les tâches dans le domicile. Quand vous faites ça, quand les gens vous appellent et que vous êtes capable de leur donner une solution, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien, une joie de pouvoir aider quelqu'un, là. Nous, c'est vraiment notre raison pourquoi on existe puis qu'on continue de faire ça jour après jour. C'est vraiment pour venir en aide aux gens là, qui ont de la difficulté à domicile. Ça va être valorisant, ça? Particulièrement, puis dans le cadre du projet Vitrine, c'est sûr que c'est les citoyens de la vallée du Richelieu et de Saint-Bruno de Montarville qui ont accès en exclusivité là, à ce projet Vitrine-là au Québec. Donc, on est très fiers chez Aide à tout de pouvoir offrir ça à nos gens, là, notre population, de pouvoir se maintenir à domicile à un coût abordable. D'où l'objectif de faire des entrevues comme ça, c'est parce qu'on a besoin que ça rayonne, hein? Parce que là, c'est un projet pilote. On voudrait que le plus de gens y participent pour que ça puisse être étendu au reste du Québec, c'est ça? Exactement. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut faire la preuve dans notre milieu que ça fait une différence, ce programme-là, d'accès des services d'assistance personnelle et de répit dans le PEFSAD, effectivement. Pour faire ce genre de projet-là, de votre côté, est-ce que ça prend des bonnes relations avec l'hôpital? Est-ce qu'il va y avoir... c'est quoi votre coordination avec le système de la santé? Je pense que notre force à nous, c'est de travailler en collaboration. Donc, on a une très belle relation avec notre établissement de santé. Dans le cadre du projet Vitrine, on a travaillé très fort en collaboration à pouvoir établir la trajectoire, mais aussi avec nos partenaires du milieu, les municipalités. Je pense qu'on est en synergie. Puis l'objectif, c'est que le filet de sécurité, le milieu communautaire, on soit là pour notre population. On en parle souvent, le milieu communautaire, c'est les organismes qui sont en proximité avec les gens. Puis c'est le fun de voir que là, il y aurait peut-être une opportunité justement d'avoir du financement, hein, parce que c'est ça que les organismes ont le plus besoin. Ils font un certain rôle avec le gouvernement. Si le projet fonctionne bien, ce serait quoi qui serait envisageable pour l'organisme dans le futur? Est-ce qu'on aurait besoin de plus de gens? Comment ça fonctionnerait? Bien, là, actuellement, on est 120 employés. C'est sûr que les aides à domicile, nous, on les accueille, on les recrute toujours. On est toujours en recrutement, puis on forme l'équipe parce qu'avec la démographie et la tendance qui se présente à nous dans les services, eh bien, notre équipe s'agrandit là, à chaque semaine. Bien, vous avez l'air d'une belle gang, vous avez l'air d'aimer ce que vous faites. Je vous donne le numéro de téléphone, le 450-446-2108. Appelez en grand nombre, il faut qu'on puisse connaître la nouvelle offre. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a besoin d'aide ou si vous-même vous avez besoin d'aide, là, téléphonez-leur puis ils vont vous aider. J'en suis certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous puis bon succès. Merci. Voilà, c'est ce qui complète le régional pour cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous rappelle que si vous avez un sujet qui vous préoccupe dans la région, faites-nous le savoir à l'adresse info@tvr9.com. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional. Bonne semaine! À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.